On va maintenant partir, si je puis dire, un peu dans un autre univers, place au mystère des océans, mais dans l'espace cette fois-ci. Les scientifiques aussi ont à cœur de découvrir les mystérieux océans des autres planètes ou satellites de planètes géantes cachées sous la glace. Comprendre et analyser ces océans peut aussi nous renseigner sur notre planète Terre, d'où l'intérêt que porte toute la communauté scientifique à ces océans dans l'espace. Et ça va être le sujet de notre prochain échange où un intervenant va nous rejoindre sur scène et une autre sera en visio enregistrée. Non, finalement, on me dit qu'il y a des petits changements. C'est Dominique, en tout cas, qui va modérer cette table ronde et on va découvrir dans un instant qui est à ses côtés. C'est parti pour les océans dans l'espace satellite de Jupiter, Saturne et Mars. Dominique. Oui. Alors, effectivement, c'est une table ronde, tout ce qu'il y a de plus virtuel. Et Francis Rocard, qui aurait dû être avec nous, a eu un empêchement de dernière minute. Il m'a dit « je ne peux pas venir », il est consterné, il vous présente toutes ses excuses, il ne pouvait pas faire autrement, alors qu'il était tout proche de prendre son train. Alors, donc, voilà, nous allons avoir affaire à Athéna Koustenis, qui est en visio enregistrée. Elle est à un séminaire, et ça, on le savait, elle ne pouvait pas être avec nous. Mais Francis sera en principe en visio. J'espère que la technique va nous dire il n'y a pas de problème. Et alors, ils sont en train de régler quelques petits soucis pour que Francis soit connecté. C'est pour ça qu'on va commencer avec par Athéna et sa vidéo. Regardez, et après on espère retrouver Francis en visio et en direct avec nous. À tout de suite. Bonjour, je suis Athéna Koustenis de l'Observatoire de Paris. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un genre d'océan un peu exotique, ceux cachés à l'intérieur des satellites des planètes géantes du système solaire, c'est-à-dire de Jupiter et de Saturne. Dans la recherche des conditions habitables dans le système solaire, trouver l'eau liquide est primordial. Et d'abord, la recherche s'était limitée à notre voisinage proche, essentiellement Mars ou Vénus, qui pouvaient se trouver par le passé dans la zone d'habitabilité traditionnelle que vous voyez ici en bande bleue et qui représente la distance d'une étoile où on pourrait trouver de l'eau liquide à la surface d'un objet. Mais grâce aux missions Galileo, Cassini-Huygens et Juno en particulier, on sait aujourd'hui que cette zone est étendue dans le système solaire externe autour des planètes géantes gazeuses où l'eau liquide et les autres conditions d'habitabilité que je rappelle ici peuvent exister dans les profondeurs des satellites. Et notamment, les observations suggèrent l'existence d'océans d'eau liquide des hydrosphères que vous voyez ici en bleu, sous les lunes glacées Europe et Ganymède et peut-être Callisto autour de Jupiter et sous Titan et Encelade autour de Saturne. De plus, il a été démontré que plusieurs de ces corps recèlent une chimie organique et des sources d'énergie. Ganymède est la plus grande lune de notre système solaire et elle est très importante. Grâce aux mesures de la sonde Galileo, on a pu découvrir que Ganymède possède son propre champ magnétique contenu dans la magnétosphère de Jupiter. Ganymède a aussi un champ magnétique induit, indiquant qu'il contient une couche interne qui agit comme un conducteur. L'hypothèse est que ce matériau conducteur est une couche de liquide salé située à environ 150 mètres sous la surface et prise en sandwich entre deux couches de glace de densités différentes. Ganymède affiche des bandes aurorales dont les légers déplacements mesurés par Hubble ne sont pas aussi importants qu'ils auraient dû l'être. La présence d'un océan salin sous la croûte glacée de la Lune réduirait le déplacement des ovales. Enfin, la surface de Ganymède présente des signes de resurfacement, indiquant que l'eau à l'intérieur remonterait à la surface à travers des failles ou des volcans à un moment donné de l'histoire de la Lune. Ensuite, Europe. L'albédo élevé d'Europe indique une surface jeune et active sur laquelle on voit une série de linéaments sombres sillonnant le globe entier. L'hypothèse la plus probable est que ces stries ont été produites par une série d'éruptions de glace alors que la croûte d'Europe s'étendait lentement pour exposer des couches plus chaudes en dessous, comme les dorsales océaniques sur Terre. La flexion des marées exercée par Jupiter est à l'origine de ces caractéristiques. Des images de voyageurs de Galiléo ont révélé aussi des preuves de subduction à la surface d'Europe, suggérant que des plaques de croûte glacée, analogues aux plaques tectoniques de la Terre, sont recyclées dans l'intérieur en fusion. Enfin, le télescope Hubble et d'autres études ont pointé l'éjection de panache émanant du pôle sud du satellite.
Tout ceci pointe vers un océan d'eau liquide sous la surface d'Europe qui serait en contact avec des silicates du fond marin, ce qui pourrait conduire à des phénomènes comme la serpentinisation et une activité hydrothermale est possible, comme sur Terre. En supposant que la matière organique nécessaire au démarrage de la vie est fournie par l'impact des météorites et des comètes et par les précipitations de poussière interplanétaire, cette matière pourrait se frayer un chemin vers les océans souterrains. Vu l'intérêt de ces mondes, la première large mission dans le programme Cosmic Vision de l'ESA a été lancée en avril de Kourou pour étudier Ganymède, Europe et le système de Jupiter. C'est la mission JUICE. Partons maintenant vers Saturne, où une autre mission Cassini-Huygens a opéré dans le système de 2004 à 2017 pour faire une série de découvertes extraordinaires qui nous ont révélé entre autres deux mondes étonnants. D'une part, la petite lune Encelade, qui éjecte des panaches de vapeur d'eau salée mélangés à des grains de sable riches en silice, azote et des molécules organiques, ainsi que de l'hydrogène, ce qui indique qu'une activité hydrothermale pourrait être à l'œuvre aussi dans l'océan souterrain d'Encelade. Et Titan, le plus gros satellite de Saturne qui, en plus d'une atmosphère riche en organique, exhibe à sa surface des canaux, des dunes, des lacs et autres motifs terrestres, mais formés par des hydrocarbures, et où des mesures du spin et de la gravité indiquent la présence d'un océan de liquide sous la surface, piégé aussi entre deux couches de glace, comme sur Ganymède. En effet, Titan apparaît comme un monde à l'intersection des mondes terrestres et des mondes océaniques. Il est important de réaliser que les satellites de glace dans le système solaire externe contiennent beaucoup plus d'eau que les océans de la Terre, de 2 à 10 fois plus parfois, comme sur Ganymède et Titan. Il y aurait donc, pour ces satellites et d'autres encore, un océan de liquide à l'intérieur, soit pris en sandwich entre deux couches de glace, comme sur Ganymède et Titan, à gauche ici, ou en contact direct avec le noyau, comme sur Terre, dans le cas d'Europe, et Encelade à droite. Les satellites de Jupiter et de Saturne seront étudiés à l'avenir par des missions comme le drone Dragonfly vers Titan, Europa Clipper et JUICE vers Jupiter, alors que d'autres concepts sont étudiés par les agences spatiales. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour Francis, on est ravis de vous retrouver. Et Dominique également, qui va prendre le relais de la prise de parole. Alors Francis, je ne vais pas te faire l'injure de te vouvoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Je dis, attends, on te regrette. Alors là, tu as un boulot pour nous convaincre et pour tenir la salle qui attendait tellement que tu nous parles, évidemment, de la planète Mars. Hein. Tu ne sais pas faire sans cette planète. Je ne comprends pas d'ailleurs que tu ne sois pas déjà sur une liste chez Elon Musk pour y partir. Mais tu as fait faire plein. Tu as fait un livre extraordinaire avec des photos généralement très abstraites d'ailleurs. Et donc, on se pose toujours la question, y a-t-il eu un océan oui, un petit océan ou des lacs, je ne sais pas, c'est toi qui sais, sur la planète Mars. Et en fait, pourquoi on s'obsède avec cette question? C'est à toi, Francis. Convainc-nous. Oui, vous m'entendez? On t'entend. Voilà, bah écoutez, je vais surtout vous parler des lunes glacées et des ce qu'on appelle les lunes océans. Et c'est une histoire qui démarre en 1979 quand Voyager 1 survole Jupiter. Quelque temps auparavant, des chercheurs avaient prédit qu'il devait se passer des choses bizarres sur une lune qu'on appelle Io. Et cette chose bizarre, vous l'avez à l'écran. En fait, c'est une lune énormément volcanique, la lune la plus active de tout le système solaire. Il y a peut-être 300 volcans en activité en permanence. Et, euh, et on a compris que pourquoi Io est tellement actif, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les effets de marée liés au mastodonte qu'est Jupiter. Et ce mastodonte dissipe un peu comme quand vous gonflez votre vélo, votre pompe devient chaude. Et ben, c'est un peu la même chose. La lune Io chauffe à l'intérieur à cause de Jupiter et relâche son énergie sous forme de volcan. Et sur la diapo suivante, on s'aperçoit que y a d'autres lunes qui nous paraissaient au début assez insignifiantes. Là, je vous présente Encelade. Encelade est une petite lune assez quelconque de Saturne, 500 km de diamètre, parmi la soixantaine de lunes. On voit qu'elle a une surface plutôt jeune, quelques cratères au nord, un peu moins au sud,
on voit des espèces rainures verdâtres en bas, mais en fait, on pressentait rien du tout. Et quand la sonde Cassini a survolé, diapo suivante, on a eu une énorme surprise. Cette petite lune qui était si insignifiante est devenue extrêmement intéressante sur la diapo suivante. Et voilà. Donc, on est en 2005 et là, on regarde Encelade à contre-jour après un survol. Et là, bingo, on s'aperçoit qu'Encelade est actif. Encelade a des jets et ces jets sont extrêmement intéressants, bien sûr, parce qu'on a accès à l'intérieur de cette lune glacée. Et en fait, on s'est rendu compte que ces jets, la composition des jets, on a essayé d'analyser, il y a essentiellement de la vapeur d'eau, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sels. Et donc, sur la diapo suivante, on s'est rendu compte que voilà typiquement à quoi ressemblent ce qu'on appelle les griffes du tigre. Donc, c'est ces zones qui sont actives sur Encelade, c'est les grandes failles dont on a pu mesurer que leur température est un peu plus chaude que le reste. Et c'est depuis ces failles que Encelade, vers le pôle sud, devient active. Diapo suivante. Là, vous avez une vue assez extraordinaire des jets d'Encelade vus en soleil rasant. Et donc, vous voyez qu'il y a énormément de jets situés au pôle sud. C'est pas une vue d'artiste, c'est une photo absolument réelle. Et donc, on arrive à la conclusion qu'Encelade doit avoir un océan liquide sous la glace, puisque la surface d'Encelade est glacée, c'est de la glace d'eau. Et voilà à peu près non, une diapo en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le schéma que l'on a en tête aujourd'hui, après les études, c'est qu'il y a une croûte de glace relativement épaisse, quelques dizaines de kilomètres, un peu moins épaisse au pôle nord et au pôle sud, et en dessous, un océan liquide. Et donc, c'est à travers cette couche au pôle sud, parce que la glace est plus fine, que les jets s'échappent. Et partout où il y a de l'eau liquide dans le système solaire, eh bien, on peut se poser la question de savoir s'il y a de la vie. Et comme cet océan liquide est en contact avec le socle rocheux de la planète, on peut imaginer, par exemple, des fumeurs noires, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cheminées hydrothermales, comme il y en a au fond des océans terrestres. Et diapo précédente, pardon. Et donc, ces fumeurs noirs pourraient nous donner du matériel et de la nourriture pour des bactéries. Donc, on est extrêmement intéressé à étudier cette petite lune. Il y aura des missions futures qui vont aller l'explorer. Alors, sur la diapo suivante, il y a une autre lune qui nous a intéressés. Ça, c'est Europe. Cette fois, c'est une lune glacée, encore une fois, de Jupiter. Et vous voyez que c'est une lune où il n'y a pratiquement aucun cratère, encore une fois, une surface extrêmement jeune, et des fissures plutôt brunes, qui semblent indiquer qu'à travers ces fissures, il y a un matériau qui suinte, et ce matériau prend la couleur brune. Et que si vous regardez de près, vers le bas de cette image, vous voyez une fissure en diagonale qui a été décalée. Donc en fait, on a affaire à une banquise. Et qui dit banquise dit encore une fois de la glace sur un océan liquide. Et là aussi, cet océan liquide est en contact avec le socle rocheux. Donc on est extrêmement intéressé à étudier Europe. On a pu observer avec Hubble sur cette image que, encore une fois au pôle sud, mais par intermittence, c'est pas permanent, il y a une activité qui est détectée sur Europe. Alors on va y aller. Il y a une mission JUICE qui va partir, mais il va falloir du temps. Parce que c'est loin d'aller sur Jupiter, il faut environ 7 ans. Et diapo suivante. En fait, le schéma, il est ici pour Europe. Vous avez cette banquise avec des zones. Alors, quand même, on est sur des épaisseurs de plusieurs kilomètres, donc extrêmement difficile à percer. Mais on a quelques espoirs. Diapo suivante, que des lacs très proches de la surface, notamment au niveau des fissures, on les voit sur la droite de l'image, que ces lacs soient accessibles et on pourrait à ce moment-là atteindre l'eau relativement facilement avec nos instruments, voire même avec nos machines. Alors en fait, les modèles de formation de ces lunes glacées
indique que c'est la physique qui le dit, c'est bien compris maintenant. En gros, toutes ces lunes doivent passer par une phase d'un océan liquide sous une croûte de glace. Néanmoins, au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas de source de chaleur, cet océan va geler. C'est le cas sur Pluton, c'est le cas sur Charon. Mais comme il y a des effets de marée importants au niveau de Saturne et de Jupiter sur Encelade et Europe, eh bien l'océan est maintenu liquide depuis 4,5 milliards d'années. Alors, diapo suivante, donc je l'ai dit, on va y aller. La première mission est partie, c'est la mission JUICE de l'Europe, l'Agence spatiale européenne, qui est une mission qui est un gros orbiteur, donc on va rester en orbite. On va beaucoup s'intéresser à Ganymède, qui a également un océan sous la glace, également un peu à Europe et à Jupiter. Mais il va falloir être patient parce qu'on va atteindre la planète d'ici 7 ans. Donc, on va faire la première étape de l'exploration de ces petites lunes. Si on se remémore tout ce qui a été fait sur Mars, eh bien, il y a encore beaucoup de chemin pour la suite. Diapo suivante. Il y a également des projets, ça c'est un projet américain, de se poser sur Europe, mais je n'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour l'instant ce projet est plutôt en souffrance. Donc aujourd'hui, il n'est pas vraiment sur les rails parce que c'est tellement difficile, ça coûte tellement cher que pour l'instant, le Congrès américain et la NASA n'ont pas donné leur feu vert pour la réalisation de cet atterrisseur. Il faut savoir que les radiations liées aux ceintures de Van Allen de Jupiter sont telles au niveau d'Europe qu'au bout de quelques semaines, ce malheureux atterrisseur sera mort, tout simplement. Et diapo suivante, en fait, on peut imaginer dans un futur lointain qu'on enverra par exemple un concept de cryobot, c'est-à-dire de robot qui se met sur la glace, qui est alimenté par une pile nucléaire, donc qui est chaude, donc qui fait fondre la glace, et jusqu'à atteindre cet océan liquide et vérifier, s'assurer que la vie existe. Donc là, on est malheureusement d'ici une trentaine d'années, c'est pas pour tout de suite. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Sur Titan, on y retourne. Après Huygens qui s'est posé en 2005, Dragonfly, donc un drone avec 4 hélices cette fois, un peu plus puissant, va être débarqué sous parachute et va se poser, faire des mesures et se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc là aussi, une mission qui devrait partir d'ici 3 ans et arriver à peu près en 2034 sur Titan. Francis, sur Titan, moi je croyais qu'il n'y avait que des hydrocarbures. Là, on a l'impression d'être dans un désert comme le Sahara. Alors, c'est vrai que sur Titan, il y a essentiellement des hydrocarbures, il y a une atmosphère d'azote et il y a des lacs de méthane et d'éthane. Et il y a aussi probablement des glaçons de glace d'H2O. Mais encore une fois, Dragonfly va s'intéresser surtout à ces hydrocarbures. Il ne va pas forer le sol pour atteindre l'océan liquide. Ça, c'est des projets qui sont extrêmement difficiles et peut-être même pas pour ce siècle. Merci beaucoup, Francis. Est-ce que, peut-être, Dominique, il nous reste 2 minutes, donc on peut encore prendre une question. Vous pouvez poser une question. Merci Nicolas. Oui. Mais je suis frustrée. Tu n'as pas du tout parlé de la planète Mars. C'est ça qui nous manquait. Eh bien, moi, j'étais plutôt sur les lunes glacées. Bon, je pense que aborder, je peux dire un mot sur la planète Mars. Bon, oui. Sur la planète Mars, la question d'un océan circumpolaire nord a été longtemps débattu. C'est un point qui est controversé. Certains chercheurs pensent qu'il a existé, d'autres qu'il n'a pas existé. Et en tous les cas, s'il a existé, la question qu'on se pose, c'est pendant combien de temps? Vous savez que pour former la vie, il faut beaucoup de temps, il faut plutôt le million, voire la centaine de millions d'années. Et là, on n'a pas d'élément de réponse, on n'a pas de certitude. Donc, cet océan liquide, même s'il a vécu un certain temps, il a disparu assez rapidement, il a dû geler. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'eau liquide en surface, il n'y a que de la glace dans le sous-sol et un tout petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Merci Francis. Je me permettrai d'ajouter, après les discussions que nous avions eues avec toi et avec Athéna Koustenis, que dans ces océans
entre des couches de glace ou bien des océans qui touchent le fond, qui touchent les silicates, comme elle a dit. Donc, et Francis nous l'a remontré, où il y aurait des fumeurs, des cheminées. C'est moins la vie qu'on cherche que peut-être des briques de vie. C'est-à-dire que peut-être des océans avant la vie. Donc, on se pose toujours la question, comme nous l'a dit Jacqueline Goua tout à l'heure, on sort de la création et de la Genèse, on passe à l'origine de la vie, et en fait, dans ces lieux-là, peut-être qu'on va voir avant la vie, juste avant la vie, les briques. Mais vous avez vu tout ce qu'il faut faire avant. D'abord, il faut envoyer les satellites, les sondes, puis après, il faut avoir les robots qui descendent à travers la glace. Voilà. Super mission. Hein. Du courage, Francis. Merci beaucoup, Francis. Oui, du temps, hein. Ça va être plus long que sur Mars. Sur Mars, il faut 6 mois. Là, il faut 7 ans pour y aller. Donc, ça va s'étaler sur des décennies. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES.